Diddy était un bon ami à vous à l'époque. Et depuis, il a eu des très sérieux ennuis avec la justice. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous envisagez de lui accorder une grâce ? Diddy va peut-être s'en sortir innocent de son procès. Oui, libéré, acquitté, avec un high five à la sortie du tribunal. En tout cas, ses avocats, ils sont chauds comme la braise. Leur stratégie, c'est de faire passer les procureurs, donc les accusateurs, pour des manipulateurs Netflix. Trop de drama, trop de flashbacks et surtout trop d'éléments émotionnellement influents devant les jurés. Et le dernier exemple en date, c'est qu'ils ont ramené un flic à la barre pour parler de l'incendie de la voiture de Kid Cudi. On en a parlé dans la précédente vidéo. En gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, Diddy, il a fait exploser la voiture de Kid Cudi par jalousie contre Cassie. Et ils interrogent le policier donc qui a fait le constat de la voiture brûlée. Et le policier avoue qu'en 2012, donc il y avait des plaques contenant des empreintes qu'ils ont pris sur place. En fait, elles ont été détruites par demande d'un policier. Et donc le procureur lui demande pourquoi elles ont été détruites. Parce qu'un gars du LAPD a donné l'ordre. Et c'était vous ou quelqu'un de votre équipe? Et là, ambiance tendue, très tendue. L'avocat de Diddy, il bondit comme si on avait touché une frite dans son assiette. Objection! On demande l'annulation pure et simple du procès pour faute grave du parquet. En gros, votre honneur, le procès ça vient de la télé-réalité, on veut sortir du casting. Et donc c'est quoi ce truc de procès annulé dont tout le monde parle? C'est pas juste une pause café, non, c'est le bouton rouge de la défense. Ça s'appelle une motion to dismiss, pour faute grave du parquet. Et c'est du sérieux. Et là, vu que c'est un procès pénal, les enjeux sont beaucoup plus chauds que l'huile de massage de Diddy. Le jury donc peut être dissous et le procès recommencer à zéro. Ou bien, il peut même être carrément annulé définitivement. Si les erreurs du parquet sont jugées trop graves. Donc, aux États-Unis, tu peux être accusé des pires crimes du monde, avoir toutes les preuves contre toi, et tu peux t'en sortir innocent, juste parce que le parquet a bugué sur une question. Bienvenue en Amérique. Donc, l'avocat de Diddy veut en profiter, il se lève, il envoie du lourd. Nous demandons l'annulation du procès pour faute grave de l'accusation. Des jurés potentiels ont dit, dès l'entretien, qu'ils pensaient que M. Combs allait s'en sortir avec un chèque. Et ces théories de complot sont partout. Et les procureurs viennent de leur donner du carburant. Il n'aurait jamais dû demander si c'est Diddy lui-même qui a donné l'ordre de détruire les empreintes. Le mal est fait, le jury l'a entendu et on peut pas l'effacer avec une simple objection. La seule issue honnête maintenant, c'est de déclarer le procès nul. Vous imaginez ce qui s'est passé là? Donc là, on est à deux doigts d'annuler le procès. Mais heureusement que le juge a gardé son sang-froid. Il a dit non à l'annulation pure et simple, mais il valide les protestations précédentes. Ce qu'on entend ici n'est pas forcément une preuve. En gros, fermez les oreilles, oubliez ce que vous venez d'entendre. Donc, ils n'ont pas réussi à annuler le procès sur ce coup-là. Mais ça sent quand même bon pour P. Diddy. Enfin, façon de parler. Car selon plusieurs analystes judiciaires, c'est Diddy qui mène au point. Même après que ses avocats aient admis texto que leur client a bel et bien été violent dans sa relation avec Cassie, les procureurs, eux, galèrent toujours à prouver les accusations les plus lourdes. Celles qui pourraient l'envoyer en prison à vie. Et c'est quoi les accusations justes? Le gouvernement essaie de faire passer Diddy pour un chef de secte de dark web. Ils veulent prouver qu'il dirigeait tout un réseau criminel. Où il y avait du kidnapping, du trafic d'êtres humains, du et dans tout ça, implication des mineurs. Mais les avocats de Diddy, eux, ils disent « Attendez, alors, oui, notre client, c'est un connard fini. On n'a aucun doute. Il a trompé, il a manipulé, il a frappé, il a humilié. On est d'accord. Mais c'est pas Pablo Escobar non plus, faut pas exagérer. » Pour l'instant, c'est cette version-là qui tient le mieux debout. Témoignage de Will Smith et Ashton Kutcher. Et ce week-end, Internet s'est enflammé. Des vidéos chocs ont tourné partout. Will Smith à la barre, Ashton Kutcher en train de balancer des trucs graves. Des montages tellement bien faits qu'on aurait cru à un bonus dans Black Mirror. Mais calmons-nous 2 secondes, parce que tout est faux. Archi faux. C'est le même délire que cette fameuse vidéo de Jason Momoa qui, soi-disant, se serait moqué d'Amber Heard pendant leur procès contre Johnny Depp. Donc oui, ça aussi c'était du pipeau. Et donc pour ceux qui rêvaient d'un Hollywood contre Diddy, avec des stars qui tombent comme des dominos, vous pouvez fermer le popcorn. À l'heure actuelle, aucune célébrité n'a été appelée à la barre. Et même si plein de stars ont fricoté pendant des années avec Diddy, que ce soit dans ses soirées cheloues, dans les clips bling bling, rien ne prouve leur implication directe. Et surtout, Hollywood ont activé leur super pouvoir préféré, le ghosting judiciaire. À ce rythme-là, toute l'industrie du divertissement va sortir de cette affaire sans une seule tache sur leur costume Dior. Mais qu'est-ce que vous voulez des stars américaines? C'est tous des faillots. Par exemple, dans ma dernière vidéo, j'ai dit qu'il y a Neyo et Usher qui ont été témoins des violences de Diddy contre Cassie. Et ils n'ont jamais rien dit. Après, qu'est-ce que vous voulez de leur part? Neyo, il y a pas longtemps, il a déclaré qu'il était en couple avec 4 femmes en même temps. Et il appelle ça une relation sincère et honnête. Après, j'ai rien contre ça. Surtout, par exemple, si c'est par religion, si c'est dans le respect.
Mais en gros, ce que je veux dire, c'est, ça se voit que c'est pas des mecs qui vivent dans le même monde que nous. Ils ont pas les mêmes valeurs. Et Usher, lui, dès tout petit, il a vécu dans le manoir de Didi. Donc dès 14 ans, il a vu les soirées freak-off. Il a participé aux trucs les plus dingues et dégueulasses. Imaginez le nombre de trucs qui sont dégueulasses pour un gosse normal, qui sont devenus normales pour Usher. C'est pour ça qu'à ses concerts, il se permet de faire des trucs assez osés. Et Justin Bieber, c'est pareil. Dès tout petit, il a été dévergondé. Parce qu'il valide des trucs qui sont dégueulasses. Là, il dit rien sur Didi, c'est soit parce qu'il a peur, soit parce que, en fait, il valide les trucs les plus dégueulasses. Il y a pas longtemps, il a soutenu Chris Brown, qui a été libéré sous caution après une violence contre une femme à nouveau. Il a de nombreuses histoires où il a péfra des femmes. Déjà, il a péfra Rihanna. Donc, si Bieber, il soutient un mec avec ce genre de condamnation, Didi, pour lui, bah c'est pareil, c'est validé. Et en plus, ils se plaignent qu'il y a des rumeurs qui circulent. Vous avez entendu ça? Parce que les avocats de Didi ont carrément demandé l'interdiction de diffusion des infos sur les réseaux sociaux. Ils ont voulu bloquer donc les retranscriptions écrites du procès. Déjà, c'est pas grand chose et c'est celle que je lis pour faire mes vidéos. Et bah ça, ils voulaient l'interdire. Heureusement que le juge a refusé, parce qu'on passe à 2 doigts de rien savoir de ce procès. Là, ils auraient pu se la jouer tranquille dans le silence. Mais un like à cette vidéo, c'est très important parce qu'on n'oublie pas que chaque like sur cette vidéo équivaut à une pichenette sur les yucks de Didi. Oui, à chaque fois que vous cliquez sur like, lui, il ressent une pichenette sur les yucks. Et à ton avis, Didi, il va s'en sortir libre ou il va prendre pour 300 ans avec ce procès? Si t'étais juré, par exemple, t'aurais voté quoi? Alors, dans les commentaires, tu mets innocent ou coupable. Et dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir les témoignages les plus hardcore de ce procès le plus crade du show business? Alors, c'est parti. Maman de Cassie. Alors déjà, avant d'attaquer, félicitations à Cassie Ventura parce que elle vient d'accoucher. Ouais, là, il y a à peine une journée. Elle vient de donner naissance à son 3e enfant. Ouais, c'est là où tu te dis que, waouh, elle a failli accoucher pendant qu'elle témoignait contre Didi. Alors déjà, mettez un like, rien que pour la féliciter pour le bébé. Mais aujourd'hui, on va parler de sa maman. On n'avait dit pas les mamans. Regina Ventura, une daronne solide, parce qu'elle a dû payer 20 000 $ rien que pour protéger sa fille. Et donc là, elle est venue pour témoigner au tribunal. Émouvant, glaçant, accablant. Les avocats de Didi ont même pas eu le cran de la contre-interroger. Ils ont juste dit non, c'est bon, on passe. C'est dire la force de ce qu'elle avait à raconter. Comment avez-vous rencontré Sean Combs? En 2006, Cassie a signé chez Bad Boys Records. Il était son boss, puis ils ont commencé à sortir ensemble. Lisez ce message de décembre 2011. Cassie m'a écrit: Didi menace de publier une vidéo et de s'en prendre à moi et à Monsieur Scotty. Votre réaction? J'ai failli vomir. Didi avait exigé 20 000 $ de compensation. En gros, une rançon de mafieux. Et elle a payé. Et pour le payer, elle a pris un crédit de 20 000 $ pour protéger sa fille. À ce moment-là, je me dis, Didi, c'est un petit pixou quand même. Parce que, franchement, vu la fortune qu'il a, genre, il gratte 20 000 $. Sérieux, frère? C'est si important pour toi? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier que vous avez apporté? Des photos des bleus sur le corps de Cassie, des coups de Sean Combs. Les preuves en photo de tous les coups qu'elle a reçus par Didi sont sur mon Telegram. Mia, les horreurs d'une assistante. Donc, une ancienne assistante de Didi, qu'on appelle Mia, donc c'est son pseudonyme. Elle a travaillé pour lui comme assistante personnelle, puis comme directrice du développement chez Revolt Film. Dès son premier jour de taf, elle n'a pas dormi pendant 24 heures. Et c'est devenu la norme. Un rythme épuisant où elle devait gérer chaque aspect de la vie de Didi, de ses réveils à ses caprices nocturnes. Mais le pire, c'est la violence. Mia raconte qu'il l'a jeté contre un mur, plaqué, balancé dans une piscine, jeté un seau d'eau glacée sur sa tête, et c'était pas le Ice Bucket Challenge. Il a claqué une porte sur son bras pour lui récupérer un téléphone parce qu'il l'a suspecté d'avoir des photos cheloues. Et elle affirme qu'il l'a aussi agressé à plusieurs reprises. Elle n'a jamais consenti. Mais elle dit qu'il n'y avait pas de non possible. Elle avait peur pour sa vie, pour sa carrière, pour sa réputation. Et c'est là quand même que j'ai toujours du mal. Alors, je trouve ça dégueulasse, horrible. J'ai envie de défoncer Didi. Mais quand même, elle... Tu te fais V une fois à ton boulot et pour toi, donc, la réputation et la carrière, c'est plus important que ton intimité et ta psychologie. Pourquoi elle est restée? Pourquoi elle était super proche avec lui et continuait à le soutenir? Elle explique que Didi l'a traité parfois comme une proche collaboratrice et parfois comme une moins que rien. Il l'humiliait devant tout le monde, il l'a terrorisé et l'a contrôlé. En tout cas, Didi, ouais, on dirait qu'il avait vraiment beaucoup de charisme parce que t'as tout le monde qui dit qu'ils ont été manipulés par lui, qu'ils pouvaient pas lui dire non. Tu sais, quand tu le vois comme ça, tu te dis... il a pas l'air très charismatique, tu lui mets une petite claque et c'est bon, il tombe par terre. Après aussi, il mettait tous ses assistants sous Drodro. Est-ce que vous consommiez des substances avant de travailler avec Monsieur Combs? Non. Et vous avez commencé à consommer quand vous avez commencé à travailler pour lui? Oui, c'est Puff qui m'en a donné pour la première fois. Il m'a dit « Bienvenue dans le club, ça c'est pour le petit-déj ». Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que je faisais maintenant partie du cercle fermé, spécial. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression enfin d'être son ami, que j'avais ma place, que je pouvais faire la fête avec lui.
Avez-vous consommé du amine? Oui, ça s'est passé au Burning Man. On était tous dans le bus VIP, les rideaux étaient tous tirés, et il y avait des amine servis directement dans nos assiettes. Alors j'ai dit non. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Puff a insisté. Il m'a dit que je gâchais l'ambiance. J'ai essayé de faire semblant de le prendre, mais il s'est rapproché, il a pris une dose, et il m'a forcé à la prendre. Vous vouliez la prendre? Non, mais je n'avais pas le choix. Est-ce que Monsieur Combs consommait lui aussi pendant le travail? Oui, il travaillait tout le temps de toute façon, donc forcément, il était toujours sous quelque chose. Et comment Monsieur Combs vous traitait-il? Parfois comme sa meilleure amie, ou sa partenaire, et parfois comme une merde sans valeur. Elle décrit aussi que la relation entre Cassie et Didi comme profondément toxique. Il contrôlait tout, son apparence, ses horaires, ses choix artistiques, sa vie. Un jour, elle raconte qu'il est rentré chez Cassie, furieux, il l'a jeté au sol, et il a crié qu'il allait la Mia a sauté sur son dos pour l'arrêter, et il a projeté contre le mur. Elle a compris à ce moment-là qu'il était super dangereux. Et quand on lui demande mais pourquoi elle n'a jamais porté plainte, je ne savais pas que j'avais le droit de parler de ce qu'on m'avait fait s'il n'y avait pas de témoin. Et elle conclut sur la chose la plus traumatisante qu'elle n'ait jamais vue. Je dormais dans ma chambre d'hôtel quand Cassie a soudainement fait interruption. Aide-moi, il va me tuer. On a commencé à pousser les meubles contre la porte pour la bloquer. Puff frappait et hurlait derrière. Ma chambre avait un accès à la véranda qui donnait sur la plage. Alors on a couru vers là-bas. Et qu'est-ce que vous avez retenu à ce moment-là en fuyant? Je me souviens qu'on courait très vite. On les voyait courir derrière nous. C'était horrible, comme dans un film d'horreur. Je me souviens qu'on a pris des planches de surf et qu'on a commencé à ramer au large. Et que faisait Puff à ce moment-là? Il criait après nous. La mer était très calme et on est allé très loin. Je me souviens avoir regardé en arrière et Puff devenait de plus en plus petit. Ah ouais, je vous jure, là, si Netflix, ils font pas un film là-dessus, je comprends pas, parce que là, t'as un des meilleurs scénarios, et avec tout le bruit qu'on fait autour, ça fait déjà une com de malade. Le contre-interrogatoire, il était brutal. Dès les premières questions, Brian Steele, l'avocat principal de Didi, annonce la couleur. Il veut discréditer Mia aux yeux du jury. Il projette une série de publications Instagram datant de l'époque où Mia travaillait encore pour Didi, des photos, des stories, des messages publics, où elle le décrit comme un mentor, un homme inspirant, un ami. Par exemple, un message d'anniversaire posté il y a 5 ans, donc après une agression présumée, où elle remercie Didi pour sa présence et son inspiration. Elle termine par « Je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie ». Son avocat, avec un air taquin, il lui dit « Comment expliquez-vous tant de chaleur publique envers un homme que vous accusez aujourd'hui ?» Mon Instagram, c'était une vitrine. Je ne voulais pas que ma famille sache ce que je vivais. Chez Didi, tout le monde devait relayer une image positive. C'était une règle non dite. Vous l'appeliez meilleur ami. Mais comment on peut dire ça d'un agresseur? Demandez ça à mon thérapeute. Là, toute la salle a rigolé. Et pourquoi avoir eu besoin de quelqu'un qui vous dise que c'était mal d'être menacé? Parce que mon cerveau logique et mon cerveau traumatisé ne fonctionnaient pas pareil. Quand vous êtes sous emprise, vous survivez. C'est tout ce que vous pouvez faire. Après ces témoignages un peu bancaux, donc Didi il affiche un sourire discret dans la salle. Son fils Quincy ainsi que d'autres proches échangent des petits signes de satisfaction comme s'ils venaient de marquer un point. Deal d'immunité. Vous vous demandez pas comment ça se fait que tous les témoins qu'il y a dans ce procès, ils balancent des trucs super graves sur eux, genre oui, je prenais de la C, oui, j'ai vendu des substances, oui, j'ai participé à des violences. Mais ils ont pas peur de le dire face au juge alors qu'il y a des flics et tout. Tous les témoins dans cette affaire ont un deal d'immunité. En gros, c'est si tu veux que les gens balancent des trucs vraiment criminels, donne-leur le micro et l'immunité, forcément. En fait, c'est quand un témoin raconte tout, même ses propres crimes, mais sous l'impunité. C'est exactement ce qu'ont obtenu David James, son ancien assistant, et qui est le fournisseur de substances, et Lil Rod, donc son ex-vidéaste, le mec qui a tout filmé les soirées freak-off. Les deux là, et même la majorité des témoins dans cette affaire, auraient pu tous tomber, genre prendre de la prison pour tout ce qu'ils ont fait. Mais ils avaient ce que la justice veut vraiment, donc les détails, les vidéos et les coulisses. Alors, vu que attraper P. Diddy c'est plus important, alors on les protège. En gros, on laisse filer les seconds rôles pour faire tomber le boss final. George Kaplan. Un autre témoin qui a balancé du lourd, c'est George Kaplan, ex-assistant personnel de Didi. Oui, encore un assistant. Son taf, c'était de nettoyer les scènes de crime après les soirées, faire disparaître les trucs compromettants, ranger les chambres après ces soirées avant que le personnel de l'hôtel arrive, essuyer les fluides, cacher les bouteilles, camoufler les traces. C'était un vrai cauchemar, donc nettoyer l'huile pour bébé, la cire de bougie et même le sang. Bref, c'était pas un job, c'était une mission secrète. Mais à force de frotter les murs, il a fini par craquer. Il explique qu'il a quitté son poste quand il a commencé à voir de ses propres yeux les violences de Didi sur ses femmes. J'étais mal à l'aise avec le comportement physique que je voyais. Même en fragment, je ne voulais pas être complice de ce genre de choses. Donc le gars, il a pas dénoncé tout de suite, mais il a démissionné lui-même. Mais c'est ouf quand même à quel point il avait des assistants juste pour nettoyer après ses soirées de parties, orgies, tout ça. Ça lui prenait quel budget? Ça se voit que, en fait, c'était ça son vrai bise. C'était pas la musique, c'était les soirées. C'est pour ça, moi je pense que c'était pas juste un coquin. Si t'es juste un coquin et t'aimes bien l'échangisme, tu prends pas des employés pour le faire. Là, ça devient professionnel. Donc, il doit payer pour ses crimes et aller en prison. Mais le moment le plus
plus absurde du procès, c'est quand Kaplan a raconté qu'en 2015, Didi a littéralement balancé des pommes sur sa copine Gina en pleine crise de rage. Gina, elle a essayé de se protéger avec les bras pendant que P. Diddy il balançait des pommes comme dans Aladdin. Et pourquoi c'est encore plus chelou? Parce que selon Kaplan, Didi est obsédé par la compote de pommes. Genre c'est pas une blague, non, il en tremballe partout. Il en met dans ses cheeseburgers à la place de la sauce. Alors, excusez-moi, mais rien que pour ça, il mérite d'être condamné en prison. T'es en train de grimacer, là, ouais, bah t'es pas le seul, parce que même les jurés, pendant la séance, quand il a parlé de ça, ils ont fait des grimaces. La vérité, il a un goût bizarre, ce procès. Mais ce qui est ouf, c'est que malgré tout, Kaplan, il a continué à garder de l'empathie pour Didi, même après être parti parce qu'il a envoyé des petits messages pour ses anniversaires. Il explique que bosser pour lui était une opportunité unique et qu'il était reconnaissant pour les leçons qu'il a reçues. Ouais, genre des leçons? C'est... Comment retirer une trace de sang sur un tapis beige sans abîmer les fibres? Les journalistes dans la salle ont remarqué qu'il regardait Didi pendant son témoignage et que Didi le fixait en retour. Et que même en sortant, Kaplan, il a regardé Didi, il a fait un petit signe de tête. Et Didi lui a répondu avec un signe de tête aussi. Punisher est l'un des témoignages les plus hauts en couleur. Il est venu d'un témoin plutôt inattendu. C'est Sharai Deschenay, un ancien danseur exotique et ex-travailleur du milieu pour adultes, surnommé le Punisher. Et aujourd'hui, il est écrivain, il a même sorti un livre. Et il n'a pas manqué de faire la promo de son livre pendant la séance. Donc d'après lui, sa collaboration avec Didi s'est terminée en 2015. Et leur premier contact remonte à 2012. Il a été invité à la Trump Tower pour participer à une freak-off soirée et le faire avec Cassie. Donc dans la pièce, Sean Combs observé depuis un coin, partiellement nu et le visage voilé. Punisher raconte que Didi donnait des instructions précises. Changer l'éclairage, modifier les positions. Parfois, il lançait des préservatifs sur le canapé et annonçait qu'il était prêt à observer. Concernant Cassie, Punisher dit qu'elle soufflait ou fronçait le sourcil par moment, mais restait concentrée. Elle ne montrait pas de signe de contrainte évidente. Donc en gros, qu'elle kiffait et qu'elle le faisait d'après son propre gré. Il insiste sur le fait que tout lui paraissait purement professionnel, sans aucun lien émotionnel. Côté rémunération, il prenait $800 pour la première rencontre, puis 1200 pour la clause de confidentialité. Le moment un peu absurde, c'est le moment où donc le Punisher a parlé de ses problèmes de lever le barreau quand il était avec Didi. Et à ce moment-là, vous êtes passé à l'acte? Non, parce que j'ai eu un problème pour lever le barreau. Et d'où est venu ce problème? En fait, j'étais pas à l'aise lorsqu'un mec aussi connu me regarde avec un regard aussi perçant. Ça me mettait beaucoup de pression. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Didi s'est énervé contre moi. Il m'a dit que je ne servais à rien. Et il m'a dit que je ne serais pas payé. Il voulait absolument voir ma semence. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Ça m'a mis encore plus de pression. Mais du coup, je me suis terminé tout seul sur Cassie. Mais malgré même cet épisode-là, le moment le plus surréaliste, c'est lorsqu'il a fait la promo pour son livre. Un livre qui parle de ses problèmes de lever le barreau. Ça s'appelle « À la recherche de la viande congelée ». Déjà, je comprends pas c'est quoi ce titre. Dedans, donc, il raconte ses problèmes avec levage du barreau, plusieurs chapitres inspirés des soirées freak-off. Dedans, il a modifié les noms des participants, mais forcément, ça donnait grave envie d'acheter le livre à tout le monde. Et du coup, il a fait des ventes de ouf à la sortie du procès. Bref, contrairement à l'huile pour bébé Johnson, là, lui, il a fait vraiment un bon placement de produit. Moi, ça me dégoûterait si aucune star ne tombe après cette affaire. Parce que déjà, Jay-Z et Beyoncé, tellement ils étaient potes avec Didi. Ils étaient tout le temps aux soirées de Didi. Il y a tellement de théories sur eux. Déjà, ils sont accusés de la chanteuse Alia, qui était une concurrente de Beyoncé à ce moment-là. Et J. Cole l'a signalé dans sa chanson She Knows. Moi, après les chansons d'Eminem où il dénonçait en secret dans ses couplets et ça s'est révélé vrai, moi je me dis il faut croire des trucs comme ça. Et il y a toujours ces histoires des chanteuses qui ont renoncé à leur récompense pour Beyoncé. T'as Kanye West qui a empêché Taylor Swift de prendre sa récompense et de la donner à Beyoncé. Et Adele a refusé de prendre son trophée pour le donner à Beyoncé d'elle-même. C'est normal. Personne n'a jamais fait avec une autre star, que avec Beyoncé. C'est bizarre quand même, parce que on sait que ce couple est très violent. On dirait que tout le monde dans le showbiz flippe de ce couple. Who is he? Me, Paul. Le lendemain, le corps de Paul a été retrouvé devant le musée du Louvre. En tout cas, pour moi, la carrière musicale de Didi, c'est qu'une façade. Des disques, des parfums, des clips, des jets privés, mais derrière, il y a un vrai système. Et vu l'image qu'on avait tous de lui, donc un producteur bling bling, super cool, tu vois, tout le monde était fan de lui, le boss charismatique, on peut dire qu'il a bien su brouiller les pistes. Son business légal aurait servi à assouvir ses fantasmes les plus sombres et à faire tourner une machine d'exploitation. Les soirées étaient partout, aux États-Unis, à l'étranger, et tout était filmé. Des gigas, voire des téraoctets de films dégueulasses, des vidéos compromettantes, y compris sur des gens très puissants, et il leur faisait du chantage pour toucher de l'argent. Et c'est là que ça devient lourd. Parce que si même une petite partie de ce qu'on lui reproche est vrai, Didi risque la prison à perpétuité. Mais surtout, qui d'autre savait? Qui veut le voir tomber? Et qui le protège? Ça sent la guerre de l'ombre avec des noms qu'on connaît pas encore. Peut-être qu'on saura tout, ou peut-être comme d'habitude, ça finira dans le silence. Mais une chose est sûre, ce procès, il dépasse largement Didi. C'est un procès d'un système entier, et peut-être même le plus gros scandale du showbiz américain. Alors,
perpète ou acquittement, hein? Coupable ou innocent? On aura la réponse bientôt. Mais pour l'instant, mets déjà ton avis dans les commentaires. Allez, moi je vous fais un maximum de Yagdakis. Mettez un like, on n'oublie pas. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver effectivement. Mais très bientôt.